En ce moment précis, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se passe dans ta poitrine. Une pression douce mais persistante, comme une main invisible qui comprime l'air autour de ton cœur. Tu connais cette sensation. Ce n'est pas exactement de la tristesse, non? C'est quelque chose de plus silencieux, de plus usant, une sorte de tristesse sèche et basse. Celle qu'on ressent les après-midi qui n'en finissent pas, quand on regarde son téléphone sans raison précise, en espérant un message qui ne vient pas. Et quelque part, au fond de toi, une question tourne en boucle depuis trop longtemps. Pourquoi lui? Pourquoi elle et pas toi? Il est là, dans ta vie ou aux marges de ta vie, et il y a quelqu'un d'autre. Peut-être une ex qui n'est jamais vraiment partie. Peut-être une femme que tu n'as jamais rencontrée, mais dont tu connais le prénom comme si c'était une rivale officielle. Peut-être une présence floue, une ombre dans ses messages, une hésitation dans ses yeux quand il te regarde. Et toi, tu attends. Tu analyses, tu te demandes si tu fais assez, si tu es assez, si tu pourrais faire quelque chose de différent pour qu'il te choisisse, vraiment, pleinement, sans réserve. Ce que tu ressens n'est pas de la faiblesse. Mais ce que tu fais avec ce que tu ressens, ça, c'est ce qui va tout changer. Bueno, restons ensemble dans cet espace un moment. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas un manuel de manipulation, ni une liste de trucs pour rendre un homme jaloux ou pour jouer à des jeux puérils. Ce que nous allons explorer, c'est quelque chose de bien plus puissant, de bien plus durable. Nous allons parler de la psychologie du désir, de la mécanique profonde de l'attraction masculine, et surtout de toi, de ta valeur, de ta présence, de l'énergie que tu projettes quand tu entres dans une pièce ou quand tu envoies un simple message. Nous allons parler de comment une femme peut, sans supplier, sans s'effacer, sans perdre une seule once de sa dignité, devenir le choix évident, le choix irrésistible, même dans les situations les plus complexes. Puis, fijate bien, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes. Beaucoup de femmes auraient voulu l'entendre avant de perdre des années précieuses avec des hommes qui ne les méritaient pas. Il y a une femme que nous appellerons Madeleine. Elle n'existe pas sous ce nom, mais elle existe sous des centaines de visages différents, dans les consultations, dans les lettres, dans les témoignages, dans les silences que les femmes portent comme des manteaux trop lourds pour la saison. Madeleine avait 32 ans, des yeux vifs, une intelligence rare, une façon de rire qui illuminait les salles. Et pourtant, Madeleine passait ses soirées à analyser les temps de réponse d'un homme qui lui répondait toujours, mais jamais vraiment. Elle connaissait ses habitudes mieux qu'elle ne connaissait les siennes. Elle savait à quelle heure il se levait, ce qu'il mangeait, comment il parlait quand il était fatigué. Elle avait cartographié cet homme avec une précision d'archéologue. Et lui, il appréciait Madeleine. Il aimait sa compagnie. Mais il restait avec une autre, une femme plus ordinaire sur le papier, moins brillante en apparence, mais qui faisait quelque chose que Madeleine ne faisait pas encore. Je te dirai exactement ce que c'était dans un moment. Parce que c'est là que tout se joue. D'abord, si ce que tu entends résonne en toi, si tu reconnais quelque chose de toi dans ce que nous explorons ici, je t'invite à rester dans cette communauté. Abonne-toi. Parce que chaque semaine, nous plongeons dans la psychologie des relations avec la même profondeur, la même honnêteté, le même respect pour ton intelligence. Et laisse un commentaire, dis-nous ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu cherches à comprendre. Parce que ta question, elle existe dans l'esprit de milliers d'autres femmes qui lisent ces mots en silence. Et ta voix compte. Mira, voilà ce que personne ne te dit vraiment sur la situation dans laquelle tu te trouves. Quand un homme a quelqu'un dans sa vie, et qu'il hésite encore, qu'il est là mais pas complètement, qu'il te regarde mais regarde aussi ailleurs, ce n'est pas un signe que tu n'es pas assez. C'est un signe que quelque chose dans la dynamique entre vous n'a pas encore atteint le seuil critique du désir. Et ce seuil, il ne se franchit pas en donnant plus, en étant plus disponible, en te rendant plus utile ou plus agréable. Il se franchit d'une toute autre façon. La psychologie masculine a été étudiée sous des angles innombrables, mais il y a une vérité qui revient avec une constance presque brutale dans les recherches sur l'attachement, sur le désir et sur la prise de décision. Affective, les hommes ne choisissent pas la femme qui les aime le plus. Ils choisissent la femme dont ils ont le plus besoin de l'approbation. Laisse cette phrase reposer un instant.
Ce n'est pas la femme la plus belle, ni la plus intelligente, ni la plus attentionnée qui remporte l'engagement d'un homme. C'est la femme dont l'estime compte le plus à ses yeux, la femme dont le regard sur lui a du poids, la femme dont la présence crée en lui un état qu'il ne retrouve nulle part ailleurs, un mélange d'admiration et de légère, très légère, incertitude. Et maintenant, la question inconfortable, est-ce que tu es cette femme pour lui, en ce moment ? Puis, si tu as besoin de réfléchir avant de répondre, c'est déjà une réponse en soi. Voyons ensemble comment cette dynamique se construit, comment elle se perd, et surtout comment une femme peut la récupérer ou la créer pour la première fois, même dans une situation où il y a quelqu'un d'autre dans le tableau. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans l'esprit d'un homme qui hésite entre deux femmes. Parce que cette situation, aussi douloureuse qu'elle soit pour toi, est en réalité une fenêtre ouverte, pas une porte fermée. Un homme qui hésite n'a pas encore choisi. Et un homme qui n'a pas encore choisi peut encore être influencé, non pas par des stratagèmes, mais par quelque chose de bien plus profond. Fijate bien, la recherche en neurosciences affectives, notamment les travaux sur le système dopaminergique et l'attachement, nous montrent quelque chose de fascinant. Le cerveau humain ne désire pas ce qu'il possède déjà avec certitude. Il désire ce qui est légèrement hors de portée, ce qui stimule encore l'anticipation, ce qui maintient une légère tension dans le circuit de la récompense. C'est ce qu'on appelle, dans le cadre des études sur le comportement d'attachement, la valence incertaine positive. C'est la raison pour laquelle les choses trop acquises perdent leur éclat, et les choses légèrement inaccessibles gardent leur brillance. Cela ne signifie pas qu'il faut jouer à se rendre inaccessible de façon artificielle. Cela signifie quelque chose de bien plus sophistiqué. Il faut être une femme qui a une vie si pleine, si riche, si enracinée dans ses propres valeurs et désirs, qu'elle n'est jamais entièrement disponible dans le sens où elle n'est jamais entièrement en attente. Il y a une différence entre une femme qui ne répond pas pour faire semblant d'être occupée et une femme qui ne répond pas parce qu'elle est vraiment occupée à vivre. Cette différence, les hommes la sentent. Maintenant, parlons du poids que tu portes peut-être sans t'en rendre compte. Parce que dans cette situation, il y a une charge invisible qui s'installe progressivement, comme du calcaire dans une canalisation. Au début, tu te dis que tu comprends, que la situation est compliquée, que tu es patiente parce que tu es mature. Puis la patience devient de l'attente. L'attente devient de l'espoir. L'espoir devient une forme d'obsession douce, cette obsession qui te fait vérifier son profil sans raison, analyser chaque mot de ses messages, chercher des signes dans l'absence de signes. Et pendant ce temps, quelque chose de très grave se produit. Tu commences à centrer ta vie autour d'un vide. Tu organises tes pensées autour de ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Tu construis ton humeur sur ses réactions. Tu mesures ta valeur à travers le prisme de son attention. Et sans t'en apercevoir, tu perds quelque chose d'irremplaçable, le centre de gravité de toi-même. Ce n'est pas un reproche. C'est une observation que j'ai faite sous des formes différentes chez des femmes extraordinaires, des femmes brillantes, créatives, profondes, qui avaient simplement laissé la charge émotionnelle d'une relation incertaine s'installer comme un locataire non désiré dans leur espace intérieur. Et voilà ce qui arrive ensuite, si on ne prend pas conscience de ce mécanisme. La dépendance émotionnelle ne s'installe pas d'un coup. Elle s'installe comme le brouillard du matin, progressivement, sans qu'on la voie venir. D'abord, tu penses à lui souvent, puis tu penses à lui presque tout le temps, puis tu commences à prendre des décisions en fonction de lui, à éviter certaines sorties parce qu'il pourrait ne pas aimer, à renoncer à certaines opportunités parce que ça compliquerait les choses avec lui. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu ne sais plus très bien ce que tu veux, toi, en dehors de lui. Ce jour-là, tu as perdu quelque chose de bien plus précieux que lui. Tu as perdu ta propre compagnie. Me sigue, parce que ce que je vais dire maintenant est peut-être la chose la plus importante de tout ce que nous explorons aujourd'hui. La dépendance émotionnelle ne repousse pas seulement ton propre bien-être. Elle repousse les hommes de haute valeur. Elle crée une dynamique dans la relation qui rend l'engagement encore plus difficile. Parce qu'un homme de haute valeur, un homme mature, un homme qui a travaillé sur lui-même et sur sa propre vie, ne cherche pas une femme à sauver. Il cherche une femme à admirer. Il cherche quelqu'un qui a déjà construit quelque chose à l'intérieur d'elle-même,
un monde intérieur solide, une identité claire, une paix profonde qui ne dépend pas de sa présence pour exister. Et quand il ne trouve pas ça, quand il sent que ton équilibre repose sur ses épaules, il recule, non pas parce qu'il est cruel, mais parce que le poids est trop lourd. Voilà pourquoi certaines femmes, malgré leur amour sincère, malgré leur dévouement total, malgré tout ce qu'elles donnent, se retrouvent seules. Ce n'est pas parce qu'elles aiment mal, c'est parce qu'elles aiment depuis un endroit vide. Et ce vide se sent. Dans un moment, je vais te parler des 5 piliers psychologiques qui permettent à une femme de devenir irrésistible même dans une situation de concurrence. Pas des trucs superficiels, des piliers profonds, ancrés dans la psychologie du désir et de l'attachement. Mais d'abord, il faut que tu comprennes jusqu'où peut aller la situation si tu n'agis pas sur ce que nous venons de décrire. Figeate bien parce que ce que je vais décrire maintenant, c'est ce qui arrive à des femmes que j'ai vues traverser des années entières dans cette zone grise, cette zone de ni oui ni non, de peut-être demain, de laisse-moi le temps. Il y a un profil que j'ai rencontré des dizaines de fois. Une femme intelligente, sensible, avec une capacité d'amour rare. Elle entre dans une relation avec un homme qui a une histoire derrière lui, peut-être une ex qui refait surface, peut-être une situation compliquée. Elle décide d'être compréhensive, d'attendre, de lui laisser de l'espace. Et pendant qu'elle attend, elle se transforme. Pas en mieux, elle se contracte, elle parle moins de ce qu'elle veut. Elle rit un peu moins fort pour ne pas sembler trop exigeante. Elle cache ses ambitions pour ne pas l'intimider. Elle filtre ses opinions pour ne pas créer de friction. Et au bout de 2 ans, 3 ans parfois, l'homme lui dit « Tu es quelqu'un de formidable, mais je n'ai jamais ressenti le déclic. » Et elle reste là, avec ses années dans les mains, comme des feuilles d'automne trop sèches pour être rattachées à l'arbre. Ce n'est pas de la malchance. C'est le résultat prévisible d'un processus psychologique très précis, celui de l'auto-effacement progressif. Et la tragédie, c'est que plus elle s'effaçait pour lui plaire, moins elle lui plaisait vraiment. Parce qu'on ne désire pas ce qu'on ne peut pas perdre. Et on ne peut pas perdre quelqu'un qui a déjà renoncé à lui-même pour rester. Voilà la mécanique du piège. Et maintenant, si tu continues sur cette trajectoire, si tu continues à donner sans réciprocité, à attendre sans horizon, à te diminuer pour laisser de la place à quelqu'un qui n'a pas encore décidé de rester, voilà ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton corps. Le cortisol, l'hormone du stress chronique, s'installe comme un hôte permanent. Il érode ta clarté mentale, il fragmente ton sommeil, il diminue ta capacité à ressentir du plaisir dans les choses qui n'ont rien à voir avec lui. Et ce que les neurosciences de l'attachement nous montrent de façon assez cruelle, c'est que plus on investit dans une relation incertaine, plus le cerveau développe une dépendance biochimique à cette incertitude elle-même. Ce n'est plus lui que tu cherches, c'est la résolution d'une tension qui est devenue aussi familière que ton propre rythme cardiaque. Et pendant tout ce temps, des opportunités passent. Des hommes qui auraient pu être de vrais partenaires passent. Des versions de toi-même, plus libres, plus brillantes, plus épanouies, restent en suspens, en attente d'une décision que tu aurais pu prendre toi-même depuis longtemps. L'estime de soi, cette chose fragile et précieuse, comme du verre soufflé à la main, commence à se fissurer. Pas d'un coup, mais chaque miette d'attention qu'il te donne et que tu acceptes comme un repas complet laisse une trace. Et ces traces s'accumulent. Et un jour, tu regardes dans le miroir et tu ne te souviens plus très bien de pourquoi tu te croyais exceptionnel. C'est là que ça devient vraiment dangereux. Parce qu'une femme qui a perdu confiance en sa propre valeur attire exactement le type de dynamique qui confirme cette croyance. Les gens qui nous traitent bien ou mal nous traitent souvent selon le standard qu'on accepte, pas selon notre valeur réelle. Et si tu as appris à accepter les miettes, tu envoies un signal très clair sur ce que tu crois mériter. L'OVS, c'est un cycle. Et comme tous les cycles, il peut être brisé. Mais il faut en comprendre la mécanique avant de pouvoir en sortir. Bueno, c'est ici que nous entrons dans le territoire de ce qui transforme réellement les choses. Et je veux que tu saches quelque chose avant d'aller plus loin. Ce que je vais partager maintenant ne sont pas des astuces pour le manipuler ou pour gagner une compétition contre une autre femme.
Ce sont des principes psychologiques profonds, validés par des décennies de travail sur l'attachement, l'estime de soi et la dynamique relationnelle. Des principes qui, lorsqu'on les intègre vraiment, ne changent pas seulement ta vie amoureuse, ils changent ta relation à toi-même. Et c'est de là que tout part. Le premier pilier, celui que j'appelle la reconquête du centre de gravité, c'est peut-être le plus fondamental et le plus difficile. Il s'agit de rapatrier ton attention vers toi-même avec la même intensité que celle que tu as investie dans lui. Mira, pense à toute l'énergie cognitive que tu dépenses à analyser ses comportements, à interpréter ses messages, à anticiper ses réactions. Cette énergie est réelle, elle est précieuse. Et elle est actuellement dirigée vers l'extérieur de toi, vers un objet d'incertitude, vers quelque chose que tu ne contrôles pas. Que se passerait-il si tu la dirigeais vers toi? Non pas de façon narcissique, non pas en te refermant sur toi-même, mais de façon à redevenir l'auteur de ta propre vie, plutôt que le personnage secondaire de la sienne. Concrètement, cela commence par une pratique que j'appelle la réorientation quotidienne de l'attention. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de vérifier s'il a écrit, tu te poses une question simple mais profonde. Qu'est-ce que je veux, moi, pour cette journée? Pas en relation avec lui, pour toi. Et tu y réponds honnêtement. Parce que la capacité à répondre à cette question sans que la réponse passe par lui est un indicateur direct de ton niveau d'autonomie émotionnelle. Et c'est cette autonomie qui est au cœur de l'attraction réelle. Parce qu'une femme qui sait ce qu'elle veut, qui le poursuit avec une certaine tranquillité souveraine, qui n'attend pas la permission de quelqu'un d'autre pour vivre pleinement, cette femme dégage quelque chose que les mots décrivent mal. On pourrait appeler ça la présence. On pourrait appeler ça le magnétisme. Mais ce que c'est vraiment, c'est la conséquence naturelle d'une femme qui s'appartient. Et c'est cette appartenance à soi-même qui rend une femme irrésistible. Le deuxième pilier, c'est ce que j'appelle la gestion de la rareté émotionnelle. Pas la rareté calculée, pas le jeu de la fille indisponible. La rareté authentique qui naît d'une vie pleine. Tine Sentido? Laisse-moi l'expliquer. La rareté émotionnelle, c'est l'état d'une femme qui a suffisamment de choses importantes dans sa vie, ses projets, ses amitiés, ses passions, ses ambitions, pour ne pas être entièrement disponible émotionnellement à tout moment. Ce n'est pas un masque, c'est une réalité construite. Et voilà pourquoi c'est si puissant. Quand une femme est émotionnellement rare, c'est-à-dire quand ses émotions, son attention, son temps et son énergie ont une valeur perçue élevée, parce qu'ils ne sont pas illimités, et immédiatement accessibles, alors l'homme qui la côtoie ressent inconsciemment quelque chose de fondamental. Il ressent que la gagner vraiment, l'avoir vraiment, représente quelque chose qui mérite d'être poursuivi. La psychologie du désir nous enseigne que la valeur perçue d'une ressource augmente avec sa rareté. Ce principe, bien connu en économie comportementale, s'applique aussi à la dynamique relationnelle. Non pas parce que les êtres humains sont des objets, mais parce que le cerveau humain, avec toute sa complexité émotionnelle, réagit aux signaux de valeur de façon assez universelle. Une femme qui est toujours disponible, toujours réactive, toujours en train d'ajuster son emploi du temps pour s'adapter à lui, envoie un signal de valeur faible, pas parce qu'elle vaut moins, mais parce qu'elle se présente comme moins rare. Et le désir se nourrit de la rareté. La pratique concrète ici est double. D'un côté, construire réellement une vie qui mérite ton attention, des projets qui t'enthousiasment, des relations amicales qui te nourrissent, des espaces personnels qui t'appartiennent entièrement. De l'autre côté, apprendre à laisser exister des espaces entre vous, des silences qui ne sont pas des vides, mais des respirations, des moments où il ne sait pas exactement où tu en es. Non pas parce que tu joues à un jeu, mais parce que tu as genuinement autre chose à vivre. Le troisième pilier est celui que j'appelle la puissance du regard calibré. Fijate bien, parce que celui-ci est subtil mais extraordinairement efficace. Le regard calibré, c'est la façon dont tu perçois cet homme et dont tu lui communiques cette perception. Pas ce que tu lui dis sur lui. La façon dont tu le regardes, dont tu réagis à ce qu'il fait, dont tu évalues ses comportements, non pas avec une loupe d'obsession, mais avec les yeux calmes et clairs d'une femme qui sait ce qu'elle mérite et qui observe si cet homme y correspond.
Il y a une différence fondamentale entre regarder quelqu'un avec le désir qu'il te choisisse et regarder quelqu'un en se demandant s'il mérite d'être choisi par toi. Ce changement de perspective n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité, et les hommes le ressentent avec une précision déconcertante. Quand une femme les regarde avec ce regard calme qui évalue sans juger, qui observe sans supplier, qui apprécie sans s'accrocher, quelque chose se passe dans leur psychologie profonde. Ils cessent de se sentir en position de pouvoir. Ils commencent à se demander s'ils sont à la hauteur. Et cette question, cette légère incertitude sur leur propre valeur aux yeux d'une femme qu'ils apprécient, est l'un des moteurs les plus puissants de l'engagement masculin. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. C'est le résultat naturel d'une femme qui s'est rappelée qu'elle aussi, elle a des standards. Qu'elle aussi, elle choisit. Le 4e pilier, je l'appelle l'encre émotionnelle positive. Imaginate por un momento. Tu as rencontré quelqu'un que tu adores, et chaque fois que tu passes du temps avec cette personne, tu te sens mieux que d'habitude. Plus vivante, plus légère, plus toi-même. Tu associes inconsciemment cette personne à un état émotionnel positif. Et cette association devient une des raisons pour lesquelles tu veux revenir, c'est ça l'encre émotionnelle. Et tu peux en devenir une pour lui. Non pas en essayant de le rendre heureux à tout prix, non pas en étant toujours agréable ou en évitant tout conflit, mais en cultivant une présence qui lui laisse un résidu émotionnel positif chaque fois qu'il te quitte. Concrètement, cela passe par plusieurs choses. Par ta capacité à être pleinement présente quand tu es avec lui, pas distraite par l'anxiété ou la stratégie, mais vraiment là avec ta curiosité, ton humour, ta profondeur. Par ta façon de réagir à ses mots avec une vraie attention. Pas une attention calculée, mais une attention sincère qui lui fait sentir qu'il est entendu d'une façon qu'il ne ressent pas souvent. Par ces moments où tu crées quelque chose, une expérience, une conversation, un silence complice qui lui reste longtemps après que vous vous êtes séparés. Les neurosciences de la mémoire émotionnelle nous montrent que ce sont les fins des expériences, les dernières impressions, qui ont le plus de poids dans la façon dont on mémorise une interaction, ce qu'on appelle l'effet de récence. Si chaque fois qu'il te quitte, il repart avec un sentiment légèrement meilleur que celui avec lequel il est arrivé, son cerveau va associer ta présence à ce mieux-être. Et cette association est l'une des briques les plus solides de l'attachement. Mira, dans un moment, je vais te parler du 5e et dernier pilier qui est peut-être le plus contre-intuitif de tous. Mais d'abord, je veux revenir sur quelque chose d'essentiel. Nous avons parlé de la femme dans sa vie, celle qui est déjà là, l'autre. Et je veux que tu entendes ceci avec toute la clarté possible. Tu n'as pas à gagner une compétition contre elle. La compétition est un cadre qui te diminue avant même qu'elle commence, parce qu'elle te définit comme une prétendante, comme quelqu'un qui veut prendre ce qui appartient à un autre. Et ce cadre est psychologiquement toxique pour toi. Le vrai changement de paradigme est celui-ci. Tu n'es pas en compétition avec elle, tu es en train de décider s'il lui mérite une place dans ta vie. Cette inversion n'est pas sémantique, elle est profondément psychologique, parce qu'elle replace le pouvoir là où il doit être, en toi. Et quand tu fonctionnes depuis ce lieu, quelque chose d'étrange et de merveilleux se produit. Tu arrêtes de te demander pourquoi il n'a pas encore choisi. Tu commences à te demander si tu veux vraiment choisir, toi, de continuer à investir dans cette direction. Et cette question, quand elle est authentique, change complètement l'énergie que tu projettes. Parce qu'une femme qui se demande s'il lui en vaut la peine est infiniment plus attirante qu'une femme qui se demande si elle en vaut la peine. Me signe ? Reste avec moi, parce que le 5e pilier va cristalliser tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Le 5e pilier s'appelle la beauté du détachement non indifférent. Bueno, ce terme mérite une explication parce qu'il est souvent mal compris. Le détachement non indifférent n'est pas de la froideur. Ce n'est pas l'attitude de celle qui s'en fout. C'est quelque chose de bien plus rare et de bien plus difficile à cultiver. C'est la capacité de tenir quelqu'un avec chaleur dans ton cœur, tout en maintenant ta propre stabilité émotionnelle, complètement indépendante de ses choix. C'est aimer sans s'accrocher. C'est vouloir sans supplier. C'est apprécier sans avoir besoin. Et cette posture, quand elle est authentique, est peut-être la chose la plus désarmante qu'une femme puisse projeter. Pourquoi ?
parce qu'elle brise complètement la dynamique de la demande. Dans la plupart des relations incertaines, il y a une personne qui attend et une personne qui est attendue. Et la personne qui est attendue a, par définition, plus de pouvoir dans la dynamique. Le détachement non indifférent dissout cette dynamique, non pas en faisant semblant de ne plus attendre, mais en créant réellement un état intérieur où l'attente n'a plus lieu d'être, parce que ta vie est suffisamment riche pour que son absence ne soit pas un vide, mais simplement une possibilité qui n'a pas encore été réalisée. Et paradoxalement, c'est souvent précisément à ce moment-là, quand une femme atteint ce niveau d'indépendance émotionnelle, que les hommes qui hésitaient se décident, non pas parce qu'ils ont peur de la perdre dans un sens stratégique, mais parce qu'ils sentent qu'elle a quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir par défaut, quelque chose qui mérite un choix conscient. Puis, voilà comment se construit l'irrésistibilité réelle, pas à travers des jeux, pas à travers des manipulations, pas à travers le sacrifice de soi-même, mais à travers la construction patiente et profonde d'une identité féminine si ancrée, si vivante, si pleine d'elle-même, qu'elle devient un aimant naturel pour les hommes qui ont la maturité de reconnaître sa valeur. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que peu de sources abordent avec honnêteté. La situation de l'autre femme, parce qu'il faut en parler. Elle existe. Elle a peut-être ses propres qualités, ses propres attraits, ses propres raisons d'être là. Et la tentation, dans cette situation, c'est de la dévaluer mentalement, de trouver ses défauts, de se convaincre qu'elle est moins bien que toi sur tel ou tel point. Et cette tentation est compréhensible, mais elle est psychologiquement coûteuse, parce qu'elle te maintient dans un cadre comparatif, dans une posture de rivalité, dans une position de quelqu'un qui se définit par rapport à autre chose, et ça use. Ça use l'estime de soi, ça use la joie. Ça use l'énergie que tu pourrais mettre ailleurs. La posture la plus saine et aussi la plus attirante paradoxalement est celle de la femme qui n'a pas besoin de connaître les détails de la concurrence parce qu'elle n'est pas en train de courir la même course. Elle est en train de vivre sa propre vie, avec sa propre direction, ses propres valeurs, ses propres critères de ce qui mérite son temps et son cœur. C'est une posture qui demande une certaine maturité émotionnelle, mais c'est celle qui protège le mieux ton estime de toi-même et qui te positionne le mieux dans la dynamique. Il y a quelque chose que j'ai observé dans de nombreuses situations de ce type, quelque chose que les femmes qui s'en sortent le mieux ont en commun. Elles ont toutes, à un moment donné, pris une décision silencieuse. Non pas une décision sur lui, mais une décision sur elle-même. La décision de ne plus vivre en attente d'une validation extérieure pour se sentir entière. Ce n'est pas une décision facile. C'est une décision qui demande du courage parce qu'elle implique d'accepter une incertitude sans la remplir artificiellement par l'espoir ou par l'obsession. Mais c'est la décision la plus libératrice qu'une femme puisse prendre dans ce contexte. Et voici ce qui se passe quand elle la prend. Sa posture change. Pas de façon théâtrale, pas de façon calculée, mais de façon organique. Elle parle différemment, elle s'habille différemment, non pas pour lui mais pour elle. Elle prend des décisions dans sa vie qui n'ont rien à voir avec lui. Et ces décisions la rendent plus vivante, plus présente, plus elle-même. Et cette vivacité, cette présence authentique, rayonne. Elle est perceptible. Elle est attirante, et lui, s'il a la sensibilité de la percevoir, la ressent. Fijade bien, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre sur la psychologie de l'engagement masculin. Les hommes qui ont la maturité émotionnelle pour s'engager vraiment ne le font pas sous la pression, sous la peur de la perte ou sous la contrainte. Ils le font quand ils ressentent qu'une femme représente quelque chose d'unique, quelque chose qu'ils ne trouveront pas facilement ailleurs, quelque chose qui élève leur propre vie et leur propre version d'eux-mêmes. Et cette unicité ne vient pas de tes caractéristiques physiques ou de tes compétences ou de ta carrière. Elle vient de la façon dont tu te portes toi-même, de la façon dont tu vis, de la façon dont tu parles de tes rêves, de la façon dont tu gères ta propre vie émotionnelle. Un homme de haute valeur ne cherche pas la perfection, il cherche l'authenticité. Il cherche une femme qui a suffisamment travaillé sur elle-même pour être capable d'amour sans y perdre son identité. Et maintenant, permettons-nous d'aller encore plus loin dans quelque chose de très concret. Comment se comporter au quotidien, dans cette situation spécifique
où il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà ce que les femmes qui réussissent dans ce contexte font différemment. Elles ne demandent jamais de clarification urgente. Elles ne posent pas la question du où on en est avec une anxiété visible. Elles laissent les choses se révéler à travers les comportements, pas à travers les discours forcés. Parce qu'un homme qui se sent pressé recule. Pas parce qu'il est lâche, mais parce que la pression crée dans son esprit une association entre toi et l'inconfort. Et personne ne s'engage avec enthousiasme vers ce qui crée de l'inconfort. Elles maintiennent des lignes claires sur ce qu'elles acceptent et ce qu'elles n'acceptent pas. Non pas de façon rigide et agressive, mais de façon calme et non négociable. Si quelque chose ne les respecte pas, elles le signalent avec une dignité tranquille et font ce qu'elles ont dit. Parce que les limites communiquent quelque chose de fondamental sur la valeur perçue. Une femme sans limite est une femme sans valeur perçue, aux yeux des autres, mais d'abord aux siens. Elles cultivent activement leur désirabilité, non pas pour lui, mais pour elles-mêmes. Elles s'investissent dans leur santé, dans leur apparence, dans leurs projets, dans leur passion. Elles restent en mouvement. Et ce mouvement, cette énergie de quelqu'un qui avance dans sa propre vie, est presque magnétique. Elles savent créer des moments de connexion profonde sans avoir besoin de les prolonger artificiellement. Elles savent quand partir, quand se retirer, quand laisser le silence faire son travail. Parce que le silence bien utilisé est un outil de séduction bien plus puissant que les mots. Et enfin, elles gardent une part d'elles-mêmes qui lui reste légèrement mystérieuse. Non pas de façon calculée, mais parce qu'elles ont une vie intérieure si riche, si profonde, qu'elles ne se révèlent pas entièrement, jamais, à personne. Et ce mystère, cette profondeur perceptible, mais non entièrement accessible, est l'une des choses les plus irrésistibles qu'une femme puisse projeter. Tien sentido? Parce que nous arrivons maintenant au cœur de ce que j'appelle la révélation finale de cette exploration. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui converge vers une seule vérité. Une vérité que je veux que tu entendes avec toute l'attention qu'elle mérite. La question de fond n'est pas « Comment faire pour qu'ils te choisissent ?» La vraie question est « Est-ce que tu te choisis toi ?» Parce que tout le reste, l'attraction, le désir, l'engagement, la relation, tout ça découle de cette réponse fondamentale. Une femme qui se choisit, qui choisit sa propre croissance, sa propre paix, sa propre joie, sa propre vie, n'a pas besoin de stratégie pour être choisie. Elle devient naturellement le type de présence que les hommes qui ont la maturité de reconnaître sa valeur cherchent à retenir. Et ceux qui ne la choisissent pas, ils la laissent libre pour quelqu'un qui saura quoi faire de cette liberté. Mira, je veux te laisser avec une image que j'utilise souvent quand je parle de l'estime de soi dans les relations. Imagine une lampe, une belle lampe, bien construite, avec une lumière douce et chaude. Maintenant, imagine que cette lampe passe ses journées à attendre que quelqu'un vienne l'allumer. Elle reste là, dans un coin, en espérant que la bonne personne arrive avec la bonne allumette. Et certains passent, certains s'arrêtent un moment, certains disent qu'elle est belle, puis repartent. Mais imagine maintenant que cette lampe apprenne à s'allumer elle-même, qu'elle comprenne qu'elle n'a pas besoin d'attendre la permission de quelqu'un d'autre pour diffuser sa lumière, et qu'une fois allumée, de l'intérieur, elle attire naturellement ceux qui aiment la chaleur, ceux qui cherchent exactement ce qu'elle offre. Tu es cette lampe. Et la seule question qui compte vraiment, la seule qui transforme tout, c'est « Quand vas-tu décider de t'allumer ?» Puis, si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a touché quelque chose, si ça a éveillé en toi une reconnaissance, une décision, une envie de changer quelque chose dans ta façon de te voir et de te vivre dans tes relations. Alors reste dans cette communauté, abonne-toi. Parce que chaque semaine, nous continuons cette exploration ensemble. Et dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin dans la psychologie du désir, de l'attachement et de l'estime de soi féminine. Et si tu veux aller encore plus loin aujourd'hui, laisse un commentaire. Dis-nous où tu en es. Pose ta question. Parce que ta question est peut-être celle que des milliers d'autres femmes n'osent pas encore formuler. Et souviens-toi de ceci. Une dernière chose avant de te laisser. Les années que tu passes à attendre quelqu'un qui hésite sont des années que tu n'investis pas dans quelqu'un qui serait certain. Ce n'est pas un jugement. C'est une vérité que chaque femme mérite d'entendre au bon moment. Ton cœur mérite plus que des peut-être. Ton temps mérite plus que des attentes.
Et toi, toi entière, tu mérites quelqu'un qui choisit sans hésiter.